Je le reconnais maintenant pour son dernier bloc, qui sera le dernier bloc de la soirée, parce que je vous rappelle que nous terminons pour 22h30. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. On a terminé le premier bloc avec le commissaire de l'UPAC et on a parlé des fuites concernant des enjeux sensibles, notamment portant sur les enquêtes. Le commissaire m'a donné une réponse quant à un cas plus spécifique qui touchait TVA hier, mais j'aimerais ça en invoquer un nouveau. Ce sera ma dernière question au commissaire de l'UPAC pour ce soir, si le ministre le permet. Un dossier qui, je suis convaincu, intéressera la presse parlementaire au plus haut point. M. Lafrenière a pris place à la table. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Alors, au moins 3 journalistes, Louis Lacroix de Cogeco, Michel Hébert du Journal de Québec et Antoine Robitaille du Devoir, ont affirmé sur les ondes avoir été sollicités par un dénommé Pierre, qui prétend avoir des éléments d'enquête complets concernant une ancienne parlementaire de cette Assemblée. Alors, au-delà de cette cause-là, c'est un cas qui est fort préoccupant, parce que ça l'est pour la presse parlementaire, ça l'est pour nous, considérant l'impact potentiel sur tout le travail qui était fait par l'UPAC. Donc, hier, la patronne de la Direction des poursuites criminelles et pénales nous a assuré que ça ne venait pas du DPCP. C'était impossible. Alors, est-ce que le commissaire à l'UPAC peut nous dire la même chose ou est-ce qu'ils ont trouvé cette source et qu'ils ont appliqué un certain nombre de mesures? Monsieur le ministre, vous avez une réponse? Monsieur Lafrenière. Alors, d'abord, ce fameux Pierre-là, oui, j'en ai entendu parler, j'ai entendu les reportages. On n'a jamais vu une syllabe de ce qu'il y a avant. Alors, moi, je ne peux pas faire des gestes, des actions sur des hypothèses comme ça, lancées à gauche puis à droite. Par contre, je comprends que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a comme mesure à l'UPAC pour justement contrer les fuites. D'abord, j'ai fait faire récemment, très récemment, une vérification complète de notre technologie de l'informatique au niveau de la robustesse, être sûr que nos pare-feux sont à date et tout ça. J'ai demandé de faire un balayage électronique dans mes bureaux à moi, dans mes bureaux de mon directeur des opérations, dans les endroits très sensibles. On a fait un rappel à tout le monde sur la nécessaire confidentialité. Je rappelle que tous les gens de l'UPAC doivent passer une habilitation sécuritaire. Je rappelle que tous les policiers font un serment de discrétion, que tous les employés civils font un engagement de confidentialité et que tous ont suivi la formation qui nous est dispensée par le ministère au niveau de la sécurité de l'information. Alors, ce sont les gestes qu'on a posés et on a même demandé à la Sûreté du Québec de faire une enquête dans un cas. Ce que la Sûreté du Québec est en train de faire, parce que ça rejoint ce que j'ai dit au début de notre exposé, que je n'ai pas accès aux banques de données. Donc, pour aller faire ces vérifications-là, j'ai demandé à la Sûreté du Québec, au directeur général adjoint aux enquêtes criminelles, de faire l'enquête. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Dans le cas spécifique de Pierre, qui a quand même pris le téléphone, qui a eu des conversations téléphoniques avec au moins 3 journalistes que je vous ai identifiés parce qu'ils en ont parlé, mais je sais qu'il y en a plus, parce qu'ils l'ont évoqué en privé. Donc, on ne l'a pas identifié. On n'est pas en mesure d'avoir la certitude que ça ne provient pas de l'interne de l'UPAC. Monsieur Lafrenière. Mon équipe ne l'a pas identifié, c'est clair. Est-ce que... Vous avez terminé avec M. Lafrenière. Oui. Monsieur le ministre, en complément. Oui, puisqu'on est quand même à la fin du bloc où le député de Matane souhaitait poser... C'est Matane-Matapédia, hein? C'est bien. Matane-Matapédia souhaitait poser des questions au commissaire à l'UPAC. Moi, j'aimerais revenir quand même sur un aspect. Parce que là, on était assis côte à côte. Je pense qu'il n'a pas remis en question l'indépendance du commissaire parce qu'on était assis côte à côte ce soir. Il a posé des questions que j'ai qualifiées comme je les ai qualifiées, mais j'ai retiré mes propos, bien entendu, lors de la remise d'un rapport demandé par le Trésor. Et j'aimerais simplement rappeler la chose suivante. Qu'est-ce qui pourrait le plus questionner l'indépendance? Est-ce que c'est le gouvernement qui, en fonction du mandat de l'UPAC, demande de faire des recommandations sur de la gestion contractuelle, ou c'est un ancien ministre de la Sécurité publique, je pense de son parti politique, M. Bergeron, qui se rend dans les locaux de l'UPAC, se rend littéralement dans les locaux de l'UPAC,
et qui leur demande Monsieur le ministre, de conduire leurs enquêtes. Non, je comprends. Question Alors, bougez pas. Je vais pense questionner là-dessus. que ça méritait d'être souligné. Non, Ça je mérite comprends. pas qu'on dévoile un certain nombre de choses ce soir, peut-être. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Bien, ça va peut-être changer les questions que j'aurais posées à ce moment-là si le ministre souhaite aller sur ce terrain. Donc, vous Ça n'êtes fera pas sur votre... plaisir. Je m'excuse, vous n'êtes pas sur votre question de règlement? Ben, oui, ben, parce que je n'ai jamais questionné sur cet enjeu-là. C'est beau. Donc, Il faut répondre aux questions. à que vous la la parole, position, monsieur le député de Matane-Matapédia. Alors, j'ai terminé pour ce qui est du commissaire à l'UPAC, mais peut-être qu'on y reviendra demain, compte tenu de la réponse que le ministre vient de m'offrir. J'aimerais maintenant poser des questions concernant le Bureau des enquêtes indépendantes et, si cela est possible, poser des questions à Maître Madeleine Gioc. Maître Gioc s'avance. Je vais attendre votre question, monsieur le député de Matane-Matapédia, et monsieur le ministre jugera de la pertinence de laisser répondre Maître Gioc. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Oui, alors le Bureau des enquêtes indépendantes, puisque le ministre fait référence au député de Verchères, il reconnaîtra certainement qu'il était un ardent défenseur de ce bureau qui était nécessaire et qui tarde à être opérationnel. Alors, des questions très simples à Maître Gioc. Alors, est-ce que le Bureau des enquêtes indépendantes devait être opérationnel le 1er avril? Est-ce qu'il est pleinement opérationnel? Monsieur le ministre. Bien, simplement, je vais laisser Mme Gioc effectivement répondre à la question, mais on a mis tout en place pour que le Bureau des enquêtes indépendantes soit opérationnel le plus rapidement possible, et je comprends qu'au rythme où vont les choses, ça va être très bientôt. Mais je vais laisser donner plus de détails. Bonsoir tout le monde. Alors, le Bureau des enquêtes indépendantes devrait être opérationnel, je dirais, dans la deuxième semaine de juin. 2016? 2016, effectivement, quand même. Mais il faut comprendre, je peux vous annoncer qu'aujourd'hui était la dernière journée de formation de base pour les enquêteurs du bureau. Ils seront diplômés, ils gradueront vendredi le 29 avril. Mais immédiatement, le 25 avril, ils vont commencer une formation en matière d'agression sexuelle. Je dois vous dire que même si cette formation n'était pas prévue, il m'est apparu au mois d'octobre, dans la foulée des événements qu'on appelle de Val d'Or, qu'éventuellement, c'est un dossier, si on avait été en opération, qui serait arrivé à notre bureau. Mes enquêteurs n'étaient pas formés, la formation ne prévoyait pas ça parce que ça n'avait rien à voir avec leur mandat. Alors, comme à partir du moment où nous serons en opération, il nous sera impossible de dégager des gens en nous assurant qu'ils seront présents pendant toute une formation, j'ai pris la décision de leur faire suivre la formation avant d'entrer en fonction, d'entrer en opération. La formation commence lundi, le 25 avril, et se terminera à la fin mai. Dès que possible, en juin, on sera en opération avec des enquêteurs qui seront formés pour tout ce qui sera notre éventuel mandat. Monsieur le ministre, vous avez un complément? De mon point de vue, le délai n'est pas très matériel. On parle de quelques semaines de délai avec une formation accrue pour tenir compte du choix exprimé. Puis d'ailleurs, on a l'intention de le traduire dans des gestes éventuellement législatifs, que les enquêtes indépendantes puissent être étendues à la question des crimes de nature sexuelle. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, je veux faire remarquer au ministre que le projet de loi a été sanctionné le 15 mai 2013, que ça fait 3 ans que, pendant ce temps-là, la police enquête toujours sur la police, notamment dans des cas qui interpellent la population, qui ont fait l'actualité récemment. Alors, c'est important. Puis, dans le Soleil et la presse samedi dernier, j'ai vu une petite annonce où vous recherchez toujours des enquêteurs. Alors... Monsieur le ministre? Bien, j'imagine que c'est dans la nature du mandat de recruter des personnes, d'avoir une banque de candidats valables à l'intérieur de laquelle on peut toujours puiser. Mais je vais laisser Mme Gioc ajouter un complément d'information. La loi sur la police exige que nous tenions une liste d'aptitudes de candidats. Alors, actuellement, cette liste d'aptitudes est très courte.
Et j'ai lancé effectivement un autre appel de candidature. Je vois que vous l'avez entre les mains. Et il est très bien indiqué que c'est pour créer une liste d'aptitudes. Si jamais, dans le plus grand des hasards, on avait des gens qui démissionnaient de leur poste ou où on avait la chance d'augmenter l'équipe, bien, on n'aurait pas à passer par le processus très long de sélection et d'appel de candidature, ce qui fait que c'est la raison d'être là actuellement. Mais l'équipe de 18 personnes prévue initialement est complète au moment où on se parle. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Bon, quant au délai, il faut être capable de les expliquer. Bon, il y a la formation, mais c'est quand même 3 ans après. Question que j'aimerais pouvoir adresser à Maître Gioque. Est-ce que le fait que 4 membres civils ont vu leur candidature bloquée a retardé la mise en opération du Bureau des enquêtes indépendantes? Monsieur le ministre. Je vais prendre cette question, bien entendu. D'abord, écoutez, je rappelle encore une fois là, que j'ai été nommé le 28 janvier et que très rapidement, toutes les personnes ont été nommées au Bureau des enquêtes indépendantes, extrêmement rapidement. Je peux retrouver les dates, mais c'est une question de jours pratiquement, de telle sorte qu'ils ont pu tous faire leur formation ensemble et qu'il n'y a eu aucun délai qui a été occasionné par les nominations. Absolument aucun délai. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, je salue l'arrivée du ministre et je salue le fait que son arrivée a contribué à débloquer 4 nominations au Conseil des ministres. Mais ce qu'il nous confirme à travers son intervention, c'est que s'il a dû débloquer cette situation-là, qu'ils ont été nommés pendant qu'il était ministre, c'est que quelqu'un bloquait pour des raisons que nous ignorons. Alors, s'il en sait davantage, ou si Maître Gioque en sait davantage sur les motifs qui ont fait en sorte qu'on a bloqué 4 candidatures civiles au Bureau des enquêtes indépendantes, il me semble que ce serait le moment de nous communiquer ça. Monsieur le ministre. Non, il n'y a pas eu de délai qui a été occasionné. Le processus de nomination a fait en sorte que tous ont pu faire leur formation dans les délais requis, d'une part, mais d'autre part, puis je pense que c'est la raison principale pour laquelle on a quelques petits délais, et c'est des délais qui, franchement, sont pas très matériels, c'est parce qu'il y a une formation additionnelle qui commence maintenant pour que, justement, le Bureau des enquêtes indépendantes puisse s'occuper également d'enquêtes dans des questions de crimes de nature sexuelle. Monsieur le député de Matane-Matapédia. 5 sources ont confirmé à la presse que des candidatures étaient bloquées pour des motifs qu'on ignore. J'invite le ministre à ne pas être humble et à reconnaître qu'il a réussi à débloquer une situation qui faisait en sorte de ne pas améliorer les délais de mise en opération du Bureau des enquêtes indépendantes. Je salue son travail. Monsieur le ministre. Bien, je me sens honoré d'être salué, mais je pense que c'est un travail gouvernemental qui a commencé avec mon prédécesseur. Alors, on a fait tout ce qui était prévu par la loi pour permettre à Maître Gioque d'avoir les ressources humaines dont elle avait besoin pour initier. Maintenant, si elle veut ajouter un complément d'information là-dessus, elle est tout à fait... Est-ce que vous voulez entendre le complément d'information, Monsieur le député de Matane-Matapédia, Madame Maître Gioque? Les 2 superviseurs ont été nommés le 13 octobre et les 16 enquêteurs devaient en principe être nommés pour débuter le 9 novembre. C'est ce qui était prévu pour que la formation puisse commencer le 16 novembre. Malheureusement, on a été un petit peu malchanceux. Madame Thériault est tombée malade, tout le monde le sait. Et effectivement, les nominations n'ont pas eu lieu en temps opportun. Quand j'ai vu ça, parce qu'il nous était impossible à ce moment-là de commencer avec beaucoup moins d'enquêteurs, les coûts devenaient beaucoup trop importants et il nous était impossible aussi de travailler avec un aussi petit nombre d'enquêteurs, j'ai pris la décision de reporter la formation du 16 novembre au 11 janvier. Le 11 janvier, malgré le fait que tout le monde, l'équipe complète n'avait pas été nommée et qu'effectivement 4 personnes étaient toujours en attente, la formation a débuté. Alors, je peux dire qu'il n'est pas de la faute de personne, là, où effectivement, au moment où on se parle, l'équipe est complète, la formation a débuté dès que possible. Encore une fois, on a été malchanceux. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Oui, alors ces délais, cette malchance font en sorte que la police enquête toujours sur la police, mais j'entends le ministre nous dire que c'est un travail gouvernemental, puis Maître Gioque nous indique que c'est lié à la personne, le changement de ministre, il m'apparaît en tout cas que si c'est un travail gouvernemental, ça doit être imperméable au changement de ministre, mais bon, je prends la parole de nos 2 intervenants. Donc, c'est la dernière question sur le Bureau des enquêtes indépendantes pour ce soir. Donc, j'aimerais poser des questions sur un autre sujet, qui
qui est la vérification des casiers judiciaires. Maître Gioc, M. Marcellet. Donc, Monsieur le Président, sans plus tarder, depuis le 1er avril 2015, les citoyens résidant sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec doivent s'adresser à des entreprises privées pour obtenir une fiche d'empreinte digitale à des fins civiles ou une vérification de casier judiciaire, que ce soit dans le cadre d'une demande de visa en vue d'obtenir un emploi, un permis de travail. Même les candidats des formations politiques passent par là, Monsieur le Président. Mais là, la nouveauté, c'est que c'est ce qui était gratuit. Là, les frais, c'est de 45 à 80 $. On pourrait dire on paye à la SQ, même pas à la Sûreté du Québec. Alors, sur le site de la Sûreté du Québec, on nous dit que selon la demande, il y a des entreprises privées maintenant qui sont disponibles pour faire ce travail. On a créé toute une industrie encore plus forte, qui sont autorisées, bien sûr, mais qui vont charger de 45 à 80 $. Alors, j'ai plusieurs questions là-dessus. Pourquoi on a décidé ça? Pourquoi la Sûreté du Québec n'offre plus le service? Pourquoi, à la rigueur, si elle voulait charger, elle ne le charge pas elle-même? Pourquoi elle donne ça en sous-traitance à des entreprises privées? Moi, il y en a une qui est apparue dans mon comté, Monsieur le Président, dans le même bureau que mon député fédéral, juste à côté. Et les frais exigés sont importants. J'ai ici une lettre de l'École de musique de Matane qui nous dit la chose suivante, qu'ils ont dû faire des vérifications. On leur exigeait ça. Alors, nous avons accepté sans hésitation, n'étant pas informés de la nouvelle loi du gouvernement libéral sur laquelle ce ne serait plus la Sûreté du Québec qui délivrerait gratuitement ces formulaires. À notre grande surprise, nous avons dû nous rendre à Identité Québec et défrayer un montant de 75 $ par personne. En conséquence, il a fallu limiter cet exercice au personnel devant obligatoirement être présent dans l'établissement en même temps que les jeunes de Petit-Matane. Ça, c'est l'école à proximité. Tout ça pour dire que ça origine d'où cette décision d'abandonner ce service et pourquoi, j'en ferai une copie, Monsieur le Président, et pourquoi il faut payer, puis pourquoi il faut payer à des entreprises privées qui font des affaires d'or présentement, Monsieur le Président. J'aurai une copie pour vous, Monsieur le ministre. Oui, alors, Monsieur le Président, juste une chose à mentionner ici. Je vais demander à M. Morancy, qui est directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, de donner plus d'informations sur ce sujet-là. J'ai moi-même questionné la Sûreté du Québec à cet effet, et puis on a eu l'occasion d'échanger là-dessus, mais je pense qu'il va pouvoir nous donner un peu le portrait de comment procède la Sûreté du Québec aujourd'hui avec cette question. M. Morancy. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour vous dire que, d'abord, ça découle d'une décision qui est venue de nos collègues de la GRC, évidemment une décision administrative, qui causait la conséquence suivante, c'est-à-dire que pour faire des habilitations à des fins civiles, évidemment, ça touche toujours dans le but d'obtenir un emploi, parfois dans des secteurs sensibles, parfois dans des secteurs, disons, technologiques de haut niveau, ou dans des contextes où la clientèle peut comporter certains risques. On nous chargeait, à partir d'une certaine date, un montant pour les fiches d'empreinte digitale. Donc, partant de là, évidemment, nous, ça nous occasionnait des coûts supplémentaires, une démarche aussi supplémentaire au niveau de la vérification de nos banques. Alors, tout ça étant, et c'était déjà des choses, ou c'était déjà des actions qui étaient déjà rémunérées ou chargeables par d'autres organisations policières. Mais à partir du moment où cette décision-là est arrivée, pour nous, ça représentait des coûts importants. De plus, on se plaçait dans une situation aussi où on entrait en compétition dans un domaine où des entreprises privées, dorénavant, donnent ce service-là. Donc, on a pris la décision de se retirer de ce service-là et d'investir nos ressources parce qu'on fait énormément d'habilitation sécuritaire, notamment pour tous les bénévoles, notamment pour tout ce qui est réglementé. On n'a qu'à penser aux clientèles vulnérables, tout ce qu'on connaît dans les lois au niveau des clientèles vulnérables. Ça représente un énorme volume. Donc, on a fait un choix en fonction des priorités que nous avons et des coûts qui sont liés à ça. Et on a tout simplement choisi de ne pas s'investir dans ce domaine-là. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, je suis très étonné de cette décision de la Sûreté du Québec. D'abord parce qu'il y a un impact concret dans des petites organisations qui n'ont pas les moyens ou des individus qui ne sont pas couverts par une gratuité, qui doivent payer pour faire du bénévolat dans bien des cas. Il y a des exemples très concrets que je vous fournirai avec grand plaisir. D'abord, donc la Sûreté du Québec abandonne ça. Je ne sais pas quelle publicité a été faite là-dessus, mais nous, on l'apprend là, cas par cas. Les gens viennent à notre bureau de comté, Identité Québec, ils font de la publicité à pleine page de journaux chez nous. La deuxième option, c'est que la Sûreté du Québec aurait pu elle-même facturer. Ça aurait pu être un service offert où on se rend sur place, puis là, on paie le montant. On aurait aimé ça que vous ne l'abandonniez pas. Mais là,
on le donne à des privés qui font des affaires d'art. Le nombre d'entreprises grossit, ils engagent, ils passent des annonces. Il me semble qu'on vient de créer là toute une série d'entreprises à numéro. Il y en a plein partout au Québec, puis il y a des endroits qui n'en ont pas en plus. Fait que les gens doivent se déplacer. Il me semble que c'est une décision qui devrait être reconsidérée compte tenu de l'impact dans tout le monde communautaire, dans des petites entreprises, auprès de gens vulnérables. Ce n'est pas tout le monde qui est couvert. À ma connaissance, je peux me tromper, mais le SPVM semble encore offrir le service. À moi, si je me trompe, je le corrigerai, mais selon, en date d'hier, sur le site Internet, là, il semble l'offrir encore. Donc, je suis étonné de cette décision-là qui a été prise sans tambour ni trompette, M. le Président. Monsieur le ministre. Écoutez, j'avais la même préoccupation quand j'ai posé les questions à la Sûreté du Québec, ce que la Sûreté, je pense que M. Morancy va pouvoir le confirmer, lorsqu'il s'agit de bénévoles, lorsqu'il s'agit d'employés dans des organisations qui, par nos lois, sont tenues d'aller chercher ces habilitations, c'est gratuit. C'est donné par la Sûreté du Québec gratuitement. Alors, si jamais il devait y avoir des cas où ce n'est pas le cas, ça ne correspond pas aux échanges qu'on a eus, mais M. Morancy peut le reconfirmer. Oui. Monsieur le Président, je soumets humblement, que vous avez la copie, le cas de l'École de musique de Matane, qui est une petite institution à but non lucratif qui embauche des enseignants, des gens qui font de l'encadrement. Dans leur cas, ce n'est pas des bénévoles, mais il n'y a pas de marge de profit. C'est un service offert dans une petite ville, puis c'est le cas ailleurs au Québec. Donc, il y a un impact. Et je ne sais pas j'aimerais, moi, connaître le volume de ce qu'on avait à traiter par poste de la Sûreté du Québec. Ça pourra se faire après l'étude des crédits, évidemment. Qu'est-ce que ça représentait comme manutention? Et évidemment, moi, je n'aurais pas accès aux chiffres de profit d'Identité Québec, puis de commissionnaires, puis de les autres. Mais là, eux autres sont vraiment très heureux de votre décision, puis les citoyens ne sont pas très heureux de votre décision. Alors, moi, mon travail, c'est de vous faire part que votre décision a des impacts. Le ministre a questionné, puis je ne suis pas surpris parce que je sais qu'il vérifie ces choses-là et l'efficience et ces enjeux-là. Mais là, je vous invite sincèrement à reconsidérer cette décision. Monsieur le ministre. Un cas qui est soulevé par le député de Matane-Matapédia, puis ça va me faire plaisir de regarder ça avec lui, là. Pourquoi il y a ce problème-là qui a surgi ici, puis on va travailler ensemble pour voir s'il y a des solutions. Et on va voir s'il y a d'autres cas qui correspondent à ça. Donc, moi, je suis tout à fait ouvert à ce que, peut-être pas ce soir même, mais très rapidement, on puisse se rencontrer pour en discuter. Il y a une étude d'impact sur ce que ça représente pour les organisations. Je suis convaincu qu'il y en a une. Je suis pas mal convaincu qu'il y en a une. J'aimerais ça l'obtenir. J'aimerais ça que le ministre s'engage à pouvoir la terminer. Puis je veux terminer aussi à nouveau sur une bonne note et remercier le ministre et son cabinet pour leur collaboration. Parce que le cabinet m'a assuré, dans un dossier qu'on traitera demain, que j'aurai l'occasion de visiter les centres de détention, ce qu'on m'avait refusé précédemment. Et le ministre a accepté, puis je veux le remercier pour ça. C'est une attitude d'ouverture qui l'honore et on saura bien faire les choses en collaboration avec lui tout au long de son mandat. Merci. Je ne sais pas si vous avez un commentaire sur... Oui, effectivement, on a l'intention de travailler en collaboration. Puis notamment, on va regarder ce cas de l'École de musique à Matane. Et on va organiser une rencontre pour regarder tout ça.